Horrific middle-of-the-night attack on Empire's Jussie Smollett. It's been 2 weeks since that night left actor Jussie Smollett bruised but not broken. That case in Chicago is a disgrace to our nation. I am not suicidal. I am not suicidal, and I am innocent. I could have said that I was guilty a long time ago. Il s'appelait Jussie Smollett, l'un des visages les plus connus de la série américaine Empire. Mais en 2019, il va devenir bien plus qu'un simple acteur. Pendant plusieurs mois, Jussie Smollett va incarner l'Amérique divisée. Une Amérique rongée par les tensions raciales, des discours de haine et la peur de l'autre. Insultes racistes, propos homophobes et même une attaque chimique. Forcément, les médias s'en emparent et les réseaux sociaux s'enflamment. Pendant 3 ans, cette affaire va diviser tout un pays. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir à ce soir d'hiver à Chicago, le soir où tout a commencé. Dans cet épisode de Meuf où es-tu, la disparition de Madison Ashley, une jeune fille du comté d'Orange en Californie. Elle a disparu un soir, au milieu de la nuit, et personne ne l'a plus jamais revue. Liv était sa meilleure amie. Madison, elle était incroyable. Des défauts, je ne lui en connais aucun. Oui, parfois elle se la pétait un peu, mais il faut dire que j'aurais fait la même chose si j'étais elle. Ses cheveux, sa façon de parler, et au moins 6 coques bourgales différentes. On s'est rencontrés dans un café. Elle buvait un pumpkin spice latte, et elle avait cette coque de téléphone incroyable. Je lui ai demandé où elle l'avait trouvée. Elle m'a dit « Ah, tu connais pas? C'est Burga, la marque préférée de Taylor Swift. » Madame avait bon goût. Je n'arrivais jamais à en acheter. Elles étaient toujours en rupture de stock à cause d'elle. Oubliez ce que je viens de dire. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Le jour de sa disparition, j'étais chez ma mère. J'étais chez ma mère, mais on s'est parlé au téléphone. Elle était super heureuse, je m'en souviens. Elle m'a dit qu'elle venait de recevoir une coque Burga édition automne. Certains disent qu'elle a disparu volontairement à Bali. D'autres disent que quelqu'un voulait sa coque de téléphone. Moi, je suis sûre qu'elle est à Bali. Parce que si elle n'y est pas, où est-elle? Sous le tas de terre de mon jardin? Je n'ai jamais su ce qui s'est passé ce soir-là. Mais j'essaie de voir le positif dans cette histoire. Maintenant qu'elle est partie, il y a plus de coques disponibles pour les autres filles stylées. Disponible maintenant, la collection automne de chez Burga. Contrairement à Madison qui n'est plus disponible, malheureusement. Mais je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, hein. 29 janvier 2019. Frank Gaston regarde l'heure sur son horloge accrochée au mur. Il est 2h22 du matin. Bien évidemment, il fallait que ça arrive en plein milieu de la nuit. À ce moment-là, il est franchement pris de panique. Il fait 100 pas dans son salon, téléphone collé contre l'oreille, mais de l'autre côté de la ligne, il n'y a rien. Il y a juste ce son mécanique insupportable. Le 911. Les secondes s'étirent, les minutes paraissent interminables, et puis enfin, quelqu'un décroche. Chicago, emergency, William. I just need the police to come by. I work with an artist. I don't really want to say his name, but he stayed here. He went to Subway. He was walking by, and some guys, I don't know, they jumped him or something like that. And I just want to report it and make sure he's all right. 6 minutes plus tard, le centre de la police reçoit un second appel. 911, hello. Yeah, I'm waiting on the police. Okay, so what's going on that you needed the police? The person I work for, our friend, he was just mugged on the streets, and we just trying to report it. He was what on the streets? I guess he was jumped or something. Okay. 2 signalements, une même victime, clairement quelqu'un a besoin d'aide. Et ça a même l'air assez urgent. Mais bon, la police étant la police, elle ne débarque pas tout de suite. Pas du tout même. Il est 8h43 du matin, plus de 6 heures après le premier appel, quand 2 policiers arrivent enfin sur place. Ils entrent dans le hall, un hall qui est assez luxueux, presque disproportionné. On a du marbre sur le sol, une lumière froide, un silence assez pesant. L'homme qui les attend dans le hall, c'est Frank Gaston. C'est lui qui a passé le premier coup de fil. Dès que son artiste l'a appelé, il a sauté dans un taxi et depuis, il n'a pas bougé. 6 heures d'attente, à tourner en rond dans le lobby. Et quand il ne fixait pas la porte, il essayait de rassurer son artiste. Frank ne perd pas une seconde. Il guide les policiers vers l'ascenseur et il répète la même chose encore et encore. Faites attention, il faut vraiment que personne ne sache ce qui s'est passé. Il faut dire que mon client, il est assez connu. Et il insiste énormément. Aucun journaliste, aucun voisin, discrétion absolue. I work with him, so he is like a star. He works on the show Empire, so I think he doesn't want to
that to be a big deal. You understand what I'm saying? Okay. À 8h45, les policiers pénètrent dans un appartement. Et là, ils tombent sur la victime. Elle est là, debout, au milieu de son salon, et elle porte une corde blanche autour du cou. C'est très bizarre. La caméra s'éteint, mais la victime continue à raconter son histoire. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle puisse vivre un truc pareil. Frank Gaston n'a rien d'inventeur. Quand il disait que son client était célèbre, il ne plaisantait pas. Les policiers se retrouvent tout simplement face à Jussie Smollett, l'acteur qui incarne Jamal Lyon dans la série Empire. C'est l'une des plus grosses séries de la fin des années 2010. Attention, il y aura peut-être des petits spoilers. L'histoire suit Lucius Lyon, c'est un ancien dealer de drogue qui est devenu producteur de musique. Et apparemment, il a bien fait de laisser tomber la farine parce que très vite, il construit un véritable empire musical. Problème, sa santé se dégrade, un médecin lui annonce une mauvaise nouvelle. À partir de ce moment-là, une guerre interne commence entre ses 3 fils. Ils sont prêts à tout pour reprendre le flambeau. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a Cookie Lyon, son ex-femme. Elle sort de prison et elle revient dans le game. Elle est hyper marrante et cette série, c'est un phénomène. Le 26 septembre 2018, quand la saison 5 démarre, chaque épisode réunit entre 5 et 8 millions de téléspectateurs. Donc en janvier 2019, Jussie Smollett n'a plus besoin de se présenter. Tout le monde sait qui il est. Son visage est absolument partout. Et les 2 policiers, là, dans l'appartement, ils le reconnaissent aussi immédiatement. Quand il commence à leur raconter ce qui s'est passé, ils écoutent patiemment. Il est environ 2h du matin. Jussie a un petit creux, il a super faim, ça arrive à tout le monde. Il ouvre son frigo, mais rien ne lui fait envie à l'intérieur. Il referme la porte, et là, il s'habille pour aller faire quelques courses. Problème, il est tard et le lieu où il veut aller est fermé à cette heure-là. Et là, il a une idée. Ce qu'il lui faut, c'est un sandwich de chez Subway. 2 tranches de pain croustillant, du fromage fondant, un peu de bacon qui croustille juste comme il faut. Ce serait parfait à cette heure-là. Il fait froid, il fait aussi noir dehors, mais bon, certaines envies ne peuvent pas attendre. Et puis en plus, Jussie se dit, bon, je vis dans un quartier assez tranquille, je suis déjà sorti à cette heure-là, il ne s'est jamais rien passé. Il enfile un gros manteau, une grosse écharpe, et il sort. Dehors, il n'y a personne, pas un chat. Il avance dans la rue, téléphone à la main. Là, il appelle son directeur artistique, Frank Gaston. Il débriefe un petit peu de leur journée. C'est une discussion qui est assez tranquille, jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre derrière lui. C'est une voix d'homme. Et cette personne va crier « L'homosexuel noir d'Empire !» Alors je précise que ce ne sont pas exactement les mots employés par ce charmant gentleman. On va dire que ces termes étaient un petit peu trop fleuris pour être répétés sur YouTube. Forcément, quand ça arrive, Jussie Smollett, il est comme vous et moi, il est choqué. Il se retourne et là, il comprend. Ils sont 2. 2 hommes habillés en noir de la tête aux pieds. Et surtout, ils portent tous les 2 une casquette rouge avec le slogan MAGA. Make America Great Again, c'est le slogan de Donald Trump. Il note autre chose, ces 2 hommes sont blancs. Ça aura son importance pour la suite. Un des hommes se met à courir vers lui, et quand il n'est plus qu'à quelques mètres, il hurle « It's MAGA Country ». En français, ça donnerait quelque chose comme « Ici, c'est le pays MAGA ». Et là, c'est le début de la fin. Les 2 hommes se jettent sur lui. Ils le frappent, mais vraiment très violemment. Jussie essaie de se défendre comme il le peut, mais ils sont 2 et lui, il est tout seul. Dans la confusion, son téléphone lui échappe des mains et l'appel avec Frank s'interrompt net. L'un des agresseurs va le plaquer au sol, l'autre va commencer à lui donner des coups de pied dans les côtes, et quand ils en ont fini avec leurs poings, ils passent à autre chose. C'est un liquide froid. Jussie ne voit pas la bouteille, mais il reconnaît l'odeur, une odeur très âcre, chimique. Le liquide lui pique les yeux, il en est convaincu, il vient d'être aspergé d'eau de javel. Après ça, les 2 hommes vont passer une corde autour du cou de Jussie, et puis ils arrêtent tout. Ils l'observent, ils rigolent et ils disparaissent dans la nuit. Ils ne lui ont rien pris, pas d'argent, pas de carte, pas même son téléphone portable. Malgré tout, Jussie ressent un sentiment intense de peur. Et pour qu'il ne les oublie pas, ils lui ont laissé un visage complètement défiguré, tuméfié. L'acteur se relève, il cherche son téléphone au sol dans la nuit, il a les mains tremblantes et immédiatement, il rappelle Frank Gaston. Et là, il lui raconte tout. Les 2 hommes blancs, les casquettes MAGA, la javel, la corde. Et ensuite, il raccroche. À partir de là, comme un zombie, il rentre chez lui, sans réfléchir. Et ensuite, il s'enferme dans son appartement. Quand les policiers arrivent enfin, Jussie est clairement sous le choc. D'ailleurs, il a toujours la corde autour du cou. Il leur raconte ce qu'il vient de vivre, chaque détail, chaque mot, et puis il se souvient de quelque chose. C'est vrai que j'ai reçu une lettre anonyme, c'était une lettre raciste et homophobe. Ça date d'il y a environ 1 semaine. Mais je pensais que c'était un cas isolé, quoi. Peut-être que c'est relié. Après ça, Jussie conduit les policiers sur les
lieu du crime. Et là, sur les lieux de son agression, il a un pincement au cœur. C'est là que sa vie a basculé dans l'horreur. Les policiers effectuent une reconstitution des faits, ils prennent sa déclaration et puis ils s'en vont. Jussie, quant à lui, il rentre chez lui, accompagné de son directeur artistique. 7 heures plus tard, la vie de l'acteur s'effondre comme un vulgaire château de cartes. We got a lot of snow, a lot of wind, you got a lake effect, and then you got drop in temperatures. So this makes it a little rough on everybody. Nous sommes toujours le 29 janvier 2019, toujours à Chicago. Mais cette fois, l'action se déroule ailleurs. Dans le hall de la mairie, Rafer Weigel, journaliste local, attend. 9 heures passées, presque 10, et toujours aucune annonce officielle du maire. En fait, à ce moment-là, la ville traverse l'un des pires hivers de la décennie. Certaines nuits, le thermomètre descend à moins 29 degrés Celsius. Quand les habitants ont de la chance, il ne fait que moins 12 degrés Celsius. Mais la plupart du temps, il fait un froid glacial à Chicago. La ville est littéralement figée par un vortex polaire, et ça se voit. Le métro est à l'arrêt, les habitants laissent couler leur robinet pour éviter que l'eau ne gèle dans les canalisations, et les éboueurs, eux, ils ont été réaffectés au déneigement des rues. La situation est tellement grave que Rahm Emanuel, le maire de Chicago, parle d'une situation de crise. If you don't need to be outside at this time, don't go outside. Et c'est justement à cause de ce froid extrême que Rafer et des dizaines d'autres collègues journalistes sont rassemblés dans le hall de la mairie. Le maire doit leur présenter un plan d'action pour la nuit parce que cette nuit-là, elle s'annonce encore plus glaciale que d'habitude. Et là, un journaliste débarque dans la pièce, il est tout essoufflé. L'histoire a malheureusement oublié son nom, mais on sait qu'il bosse pour WGN-TV. C'est une chaîne locale de Chicago. Alors Rafer, il est un peu étonné, il le regarde du coin de l'œil. Il se pose pas mal de questions car ce gars est clairement agité. A reporter from WGN says, "Hey guys, you see this Jussie Smollett story? The guy from Empire says he was attacked by 2 white supremacists wearing MAGA hats in Streeterville, carrying rope and bleach at 2:30 in the morning last night." All of us whip out our phones and we all start reading the story. D'un coup, plus personne ne parle de ce fameux plan anti-froid. Les journalistes oublient totalement la conférence. Tout le monde se jette sur TMZ. Le média vient tout juste de publier l'info. Jussie Smollett dit aux policiers que ses agresseurs ont crié « MAGA Country ». La production d'Empire fait appel à des agents de sécurité armés. Waouh! Dans la mairie, le silence est de plomb. Les journalistes fixent tous leur téléphone, leurs doigts font défiler l'article, personne ne parle. Mais en tout cas, tout le monde pense la même chose. Des suprémacistes blancs avec des casquettes MAGA dans l'un des quartiers les plus riches de Chicago à 2 heures du matin avec une corde et de la javel. Tout ça alors qu'il fait entre moins 12 et moins 17 degrés Celsius dehors. Non. Franchement, ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est hautement improbable. Il faut comprendre un truc. En janvier 2019, le froid à Chicago, il n'est pas juste glacial. Il est diabolique. Si tu sors sans cagoule, sans bonnet ou sans manteau, tu perds tes cheveux, littéralement. Les bananes laissées dehors deviennent du béton et même les liquides, comme l'eau ou la javel, se mettent à geler instantanément. Si vous tirez avec un fusil à eau, c'est de la neige qui sort. Et l'eau bouillante se transforme en vapeur d'eau en quelques secondes. La nuit, les rues de la ville ressemblent à un décor de film post-apocalyptique. Zéro visibilité, des vents glacés surpuissants, de la neige à foison. Rien ne colle. Cette histoire n'a pas de sens. Mais ça, c'est ce que pensent les journalistes de Chicago. Parce que sur Twitter, c'est tout l'inverse. Les soutiens affluent. On a par exemple ce message de Kamala Harris. Jussie Smollett est l'une des personnes les plus gentilles et les plus douces que je connaisse. Je prie pour sa guérison rapide. Viola Davis. Nous devons tous prendre cet acte violent de racisme et d'homophobie personnellement. Je t'entoure de mes bras, Jussie. Tu es aimé. Et on termine avec John Legend. J'envoie de l'amour à Jussie et à la famille Smollett après cette attaque horrible. En quelques heures, le hashtag Justice for Jussie explose. Et Jussie Smollett devient le nouveau symbole de l'Amérique qui veut se battre contre la haine. Dans les rues de New York, la situation est même à 2 doigts de dégénérer. Des manifestations éclatent, que ce soit de personnes afro-américaines ou de membres de la communauté LGBT. Ils se mobilisent en masse, ils en ont ras-le-bol. Pour eux, l'agression de Jussie Smollett, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si même en étant riche et célèbre, un noir gay n'a pas la paix, quand est-ce qu'il l'aura? We all know while we're out here, Jussie Smollett was attacked in a racist, homophobic attack by members of the MAGA movement.
and we are done with it. Le 2 février 2019, 4 jours après l'attaque, Jussie se produit au Troubadour. Alors, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Jussie, il n'est pas juste acteur, il est aussi chanteur. Déjà dans Empire, il y a pas mal de scènes dans lesquelles il joue du piano, il chante ou il danse. Mais même avant de rejoindre le casting d'Empire, Jussie donnait déjà de la voix, par exemple sur sa chaîne YouTube. Et le 2 février 2019, sa prestation est à la hauteur des attentes de son public. La piste de danse du Troubadour est bondée, et à l'extérieur, une file s'étend jusque sur le trottoir. Tout le monde veut voir l'homme qui a survécu au crime de haine le plus médiatisé de Chicago. Jussie monte sur scène, les projecteurs se braquent sur lui, et là, le public l'applaudit. Certaines personnes vont même jusqu'à crier son nom, à siffler. C'est la folie. Après quelques minutes, il s'arrête, il attrape le micro et il s'adresse à la foule. Et là, la bombe est lâchée. Jussie Smollett se présente comme le Tupac gay. Le public explose, il est leur héros, leur modèle, leur sauveur presque. Celui qui vient de prouver qu'on peut survivre même aux attaques les plus lâches. Et accessoirement, c'est aussi celui sur qui on peut compter quand on a besoin d'un sandwich à moins 12 degrés Celsius. Oui, parce que, souvenez-vous, Jussie s'était fait agresser en allant chercher un Subway. Et selon les caméras de son immeuble, il est bien rentré chez lui avec la corde encore autour du cou et le sandwich toujours dans la main. Il voulait vraiment manger ce sandwich, visiblement. Et rien ne l'a empêché, hein. Pas même les coups, une agression à l'eau de javel, la corde qu'il avait autour de son cou, rien. Quelques jours plus tôt, la police avait rendu publique une vidéo des 2 hommes censés avoir agressé Jussie. Sauf que, par un hasard incroyable, les agresseurs ont choisi pile l'un des seuls endroits non couverts par les caméras de sécurité. Comme s'ils savaient exactement où se placer pour ne pas être filmés de face. À ce moment-là, des murmures commencent à circuler. Certains se demandent déjà si Jussie Smollett a été totalement honnête. Et le 10 février 2019, l'enquête prend un tournant. Gabrielle Von Rouge, journaliste au New York Post, décide de se rendre sur les lieux de l'attaque. Et là, sur le trottoir, elle aperçoit une bouteille de sauce piquante. Marque El Yucateco. À New York, elle n'y aurait pas prêté attention, mais à Chicago, une ville qui est connue pour sa propreté presque maniaque, c'est bizarre ça. Elle ramasse la bouteille, elle la porte à son nez, et là, elle sent une odeur assez forte, âcre. C'est clairement une odeur d'eau de javel. Gabrielle vient peut-être de mettre la main sur le récipient utilisé pour arroser Jussie Smollett. Tout le monde se réjouit. Enfin, une preuve. C'est un pas de plus vers les coupables de cette attaque. Mais une personne, elle, ne semble pas vraiment partager cet enthousiasme général. Et cette personne, c'est Jussie Smollett. Il faut dire que l'acteur n'est pas très coopératif. Quand la police lui demande de venir déposer plainte, il prend tout son temps. Et quand enfin il se présente au commissariat, il refuse de donner son numéro de téléphone. Les enquêteurs insistent, énormément même. Ils expliquent que ça pourrait les aider à retrouver les agresseurs, mais rien à faire. Il faudra plusieurs relances et quelques pressions discrètes avant que Jussie accepte finalement de remettre le fameux téléphone. Après analyse, le verdict tombe. Les données ne correspondent pas à son récit. En fait, d'après le téléphone, Jussie n'était pas en ligne avec son directeur artistique au moment exact de l'agression. Les données ne trompent pas, mais Jussie le prend très mal. Le 15 février 2019, il décide de plaider sa cause en public dans une interview accordée à Robin Roberts. I'm pissed off. What is it that has you so angry? Is it the attackers? It's the attackers, but it's also the attacks. Listen, if I tell the truth, then that's it, because it's the truth. Cette vidéo le hantera pour le reste de sa vie. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire à Chicago, c'est se cacher. Cette ville est truffée de caméras de surveillance. Le nombre exact n'est pas public, bien sûr, mais rien que la mairie, on compte plus de 33 000. Et à ça, il faut ajouter celle des banques, des magasins, des distributeurs, des entreprises et même des voitures. Si vous vous promenez à Chicago, sachez qu'il y a probablement plusieurs objectifs braqués sur vous en permanence. Et la zone où Jussie Smollett dit avoir été agressée, elle ne fait pas exception, bien au contraire. À quelques pas de là, il y a le Hyatt Regency, c'est un hôtel 4 étoiles qui est couvert de caméras. Et à 2h10 du matin, l'une de ces caméras filme une scène un petit peu étrange. There's one cab at a cab stand. He's sitting on the east side of the street and we see 2 men come along and they jump into this cab. Cab drives off. Fortunately, there was a good angle. The video clearly displayed the cab's registration number. Quand le taxi passe devant l'hôtel, bim, un numéro 1394. Les criminels ont laissé derrière eux une traînée d'indices. Les policiers n'ont plus qu'à les suivre pour remonter jusqu'à eux.
La compagnie de taxi leur communique des numéros de téléphone et des adresses. Et les caméras de surveillance leur permettent de les suivre à la trace. Les visages des 2 suprémacistes blancs qui ont attaqué Jussie Smollett sont très vite révélés. Mesdames et messieurs, je vous présente Bola et Ola Osundairo, 2 frères originaires du Nigeria. Et ces 2 frères connaissent très bien Jussie Smollett. Petit retour en arrière. Pendant la saison 2 d'Empire, Ola Osundairo, il incarne un prisonnier. Alors Ola, ce n'est pas une star, il est juste figurant sur Empire. Quand les caméras filment Cookie en prison, il fait juste partie du décor. Mais c'est sur ce plateau de tournage qu'il rencontre Jussie Smollett. Petit à petit, ils se parlent. Bon, ils ne sont pas de grands amis, mais ils se connaissent en tout cas. Ola aide parfois Jussie à se procurer certaines choses, disons, pas très légales. Pour Jussie, Ola est un gars très fiable, un type discret sur qui on peut compter. Alors, le 23 janvier 2019, il lui confie une mission. Il lui signe un chèque de $3 500. Alors, officiellement, ce paiement, il couvre 5 semaines de coaching sportif, $600 par semaine, plus $100 pour un plan nutritionnel. Le tout pour le préparer au tournage d'un clip prévu le 23 février. Du moins, c'est la version donnée par Jussie et son équipe. Mais quand les frères Osundairo sont arrêtés, leur version à eux, elle est bien différente. Selon eux, le chèque n'a rien à voir avec du sport. C'était le cachet de leur rôle. Leur mission, faire semblant d'agresser Jussie Smollett. Et Jussie leur aurait tout indiqué, l'heure, le lieu, les insultes à crier, comment le frapper, et même les armes à utiliser. Il aurait tout planifié, comme un réalisateur qui dirige sa propre scène. Et face à la police, les 2 frères rejouent le scénario, point par point. This is where we waited for Jussie to come. Before we attacked them. We made sure we got there at 2 a.m. sharp. And that's when we started yelling the famous slurs he wanted us to yell. Pyre fat nick. It's MAGA country. Because he said, hey, don't just beat my ass. Make it look like I'm fighting back and whatnot. So we did that. À 1h23, les 2 frères affrontent le froid polaire de Chicago. Ils sont emmitouflés dans des gros manteaux. Ils sortent. Ils sont prêts à exécuter ce plan machiavélique, inventé de toutes pièces par Jussie Smollett. Des caméras les filment en train d'acheter des cagoules, des casquettes rouges, la fameuse corde blanche et d'autres bricoles. Et d'autres enregistrements les voient en train de déambuler près du lieu de l'agression. Bien sûr, on a les fameuses vidéos d'eux en train de monter dans le taxi. En fait, les caméras ont tout suivi, partout, tout le temps. Le lendemain de l'agression, les 2 frères prennent un vol pour le Nigeria. Pas pour fuir, non. Eux, ils se rendent au Nigeria pour passer le casting de Big Brother Naija. C'est une émission de télé-réalité qui est très populaire là-bas. Et donc, le 14 février 2019, ils rentrent aux États-Unis. À peine ont-ils passé le contrôle à l'aéroport d'O'Hare que 2 officiers les interpellent. Ola, il comprend tout de suite. Est-ce qu'il vient vraiment de gâcher sa vie pour $3 500 ? Cette nuit-là, les frères Osundairo dorment dans une cellule glaciale. Les policiers fouillent leur domicile et devinez ce qu'ils y trouvent ? Des magazines découpés pour pouvoir écrire des lettres anonymes. Un peu comme celle qu'avait reçue Jussie Smollett 1 semaine avant sa prétendue agression. Bizarre tout ça. Face à toutes ces preuves, les frères Osundairo finissent par tout avouer. Ils expliquent avoir été manipulés par Jussie Smollett et ils se mettent à coopérer avec la police. Par l'intermédiaire de leur avocate, ils présentent quand même leurs excuses à tout le peuple américain. Leur rêve américain vient de s'écrouler et leur carte verte, elle s'est envolée. Le 21 février 2019, Jussie Smollett est officiellement inculpé de 6 chefs d'accusation. Malgré tout, il est relâché sous caution. Ça ne change pas grand-chose, parce que désormais, quand il marche dans la rue, il ne provoque plus les mêmes regards. Son nom n'inspire plus le respect. Sur son passage, les gens soupirent, ils se moquent, ils le méprisent clairement. Même les activistes qui l'avaient soutenu se détournent de lui. Ils réclament qu'il soit jugé, qu'il paye pour ses mensonges. Les présentateurs télé et les humoristes, ils le charrient, ils le traînent dans la boue avec une joie non dissimulée. He was in Chicago late at night and was the victim. Le 26 juin 2019, la police de Chicago rend public 70 heures de vidéos liées à l'affaire Smollett. C'est le coup de grâce. Aux yeux du public, Jussie Smollett n'est plus une victime, mais un mythomane, un menteur. En quelques mois, il a tout perdu. La série Empire ne résilie pas son contrat, mais son personnage disparaît complètement de l'écran. L'industrie du cinéma, elle ne veut même plus entendre parler de lui. Sa réputation est détruite. Et une question tourne en boucle. Pourquoi ? Pourquoi un acteur au sommet de sa carrière aurait-il fait une chose pareille ? Le superintendant de la police de Chicago va répondre à cette question devant des dizaines de caméras. Jussie Smollett took advantage of the pain and anger of racism to promote his career. I'm left
hanging my head and asking why. Why would anyone, especially an African-American man, use the symbolism of a noose to make false accusations? En 2014, quand Jussie Smollett rejoint le cast d'Empire, il touche $30,000 par épisode. 5 ans plus tard, il en gagne 60 000. Mais pour Jussie Smollett, ce n'est pas assez. Il se dit que si Taraji P. Henson, l'actrice qui joue Cookie, est payée jusqu'à $250,000 par épisode, bah lui aussi il mérite plus. C'est ce qu'il se dit. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout la même carrière. Jussie a commencé très jeune. Mannequin à New York, figurant à ses heures perdues. En 1990, on le voit quelques secondes dans le film Mo Better Blues. L'année suivante, il apparaît dans New Jack City. Et en 1992, il décroche enfin son premier vrai rôle dans Les Petits Champions. En 1994, il joue dans Le Nord de Rob Reiner. C'est à cette période qu'il goûte au succès pour la première fois. Avec ses 5 frères et sœurs, il joue dans la sitcom On Our Own, qui est diffusée sur ABC. 2 saisons, un vrai carton, mais après ça, plus rien. Pendant 12 ans, la carrière de Jussie Smollett est au point mort. En 2012, Jussie refait surface. Il décroche le premier rôle dans une comédie dramatique LGBT, The Skinny. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Disons que la comédie n'est pas un blockbuster, ok ? Plus tard cette année-là, il apparaît dans la sitcom The Mindy Project. 2 ans plus tard, il joue dans la série dramatique Revenge. Mais son vrai tournant, c'est en 2014 quand il rejoint Empire. Alors oui, Jussie Smollett n'a pas à rougir de sa carrière, mais il reste très loin du niveau de Taraji P. Henson ou des autres stars du show. Et au fond, il le sait. C'est ce sentiment, ce besoin d'exister plus, qui va tout déclencher. Jussie veut créer la controverse, dans un seul but, gagner en popularité et négocier un meilleur salaire. C'est calculé, c'est tordu et c'est exactement le genre de manipulation que la justice américaine ne pardonne pas. Le 10 mars 2022, la salle du tribunal de Chicago est pleine à craquer. Les jurés ont délibéré. Le juge s'apprête à lire le verdict. Pour avoir menti à un agent de police en disant qu'il était victime d'un crime racial, l'accusé est déclaré coupable. Sans grande surprise, Jussie Smollett est reconnu coupable de 5 des 6 chefs d'accusation dont il faisait l'objet. La sanction du juge est sans appel. Il doit rembourser les $120,000 que la ville de Chicago a dépensés pour traquer ses agresseurs imaginaires. Pour ces délits, il doit régler une amende de $25,000. Et en parallèle, il est condamné à 150 jours de prison, lesquels commencent au moment même où le juge abat son marteau. C'est peut-être tant mieux pour Jussie, parce que dehors, il a risé de l'Amérique. Donc autant rester enfermé pendant quelques jours, se faire oublier. Quand l'acteur entend le verdict, son sang ne fait qu'un tour. Ces jeunes d'activistes se réveillent et un peu comme l'enfant spirituel de Malcolm X, il saute de sa chaise et là, il fait entendre sa voix. Your Honor, I respect you and I respect the jury, but I did not do this. And I am not suicidal. And if anything happens to me when I go in there, I did not do it to myself. Vous voyez ces gens qui continuent de mentir même quand ils sont pris la main dans le sac. Un peu comme s'ils pensaient qu'à force de répéter leurs mensonges, ils finiraient par devenir vrais. Jussie Smollett, c'est la version extrême de ça. Tout est là, hein. Les vidéos de surveillance, les chèques, les messages échangés avec les frères Osundairo. Et pourtant, il continue à nier. Mais ses cris n'y changent rien. Ouais. Le 10 mars 2022, Jussie Smollett est conduit à la prison du comté de Cook. Mr. Smollett, we're the ERT team, emergency response team. We handle all the high-profile guys. We had R. Kelly when he was here. You're in safe hands with the whole situation. Highly professional group of guys there. Appreciate that. Le jour même, son mugshot est affiché à la une de plusieurs médias. Jussie passe 5 jours en prison avant de retrouver la liberté. En novembre 2024, la Cour annule sa condamnation. Elle estime que le procureur spécial n'avait pas le droit de le poursuivre, puisque Jussie avait déjà signé un accord avec le procureur de Chicago. Légalement, Jussie Smollett n'est donc plus reconnu comme l'auteur d'un faux crime racial. Mais le mal est déjà fait. Sa carrière, elle est morte et enterrée. Et franchement, même si une apocalypse zombie arrivait demain, je ne suis pas sûre qu'elle reviendrait à la vie. Je pense pas. Depuis ce scandale, plus personne ne veut travailler avec lui. Ni les studios, ni les marques. Jussie Smollett est devenu un squelette qu'on préfère laisser au placard. En 2021, l'acteur tente un retour avec B-Boy Blues. C'est un film inspiré d'un roman gay des années 90. Ce film sort dans l'indifférence la plus totale sur Pureflix, une plateforme de streaming quasi inconnue. En 2024, il réessaie avec The Lost Holiday. Et pour ce film, il est réalisateur, scénariste, acteur, il est tout, ok ? Résultat, 1,9 sur 10 sur Prime Video, 1,9 sur 10 sur IMDb. Le message est clair, hein. Le public n'a pas oublié ni le mensonge, ni la trahison.
6 ans après la prétendue attaque, Jussie Smollett continue de clamer son innocence. I'm okay with accepting responsibility for things that I've actually done. I'm just not okay with accepting responsibility for something that I did not do. Il persiste. Non, il n'a rien fait. Les données du téléphone mentent, les caméras mentent, les reçus mentent, les SMS mentent, les témoins mentent. Tout le monde ment, sauf lui. Et pour le prouver, il va jusqu'à participer à un documentaire Netflix. Le film sort le 22 août 2025 et il ne convainc absolument personne. Jussie continue de jouer la carte du racisme, accusant la police de Chicago d'avoir fait preuve de discrimination envers lui. Et bien sûr, il ment encore beaucoup. L'un des rares moments où il dit la vérité, c'est quand il annonce la sortie de son nouveau single, pile 1 mois après le documentaire Netflix, comme par hasard. Le 29 septembre 2025, Jussie Smollett sort Break Out. Et ironiquement, il n'a jamais été aussi enfermé. Le clip vidéo est publié sur sa chaîne YouTube qui compte presque 100 000 abonnés, mais il n'enregistre que 1400 vues pendant les 2 premières semaines. Avec son mensonge, Jussie Smollett voulait qu'on parle de lui. Et pendant quelques semaines, il a eu exactement ce qu'il voulait. Il était célébré partout, dans les médias, sur Internet, dans la rue. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et quand elle l'a rattrapé, il a eu ce qu'il redoutait le plus, l'indifférence. Mais le pire, c'est le doute qu'il a semé, parce qu'à chaque fois qu'une vraie victime de crime racial ira raconter son histoire, il y aura quelque part un enquêteur qui pensera à Jussie Smollett. Et ça, c'est la vraie tragédie de cette affaire. Mais Jussie Smollett n'est pas le seul mythomane à avoir détruit des vies avec ses mensonges. Il y a aussi cet homme qui prétendait être un agent secret. Il a manipulé, volé, torturé des gens avec la seule force de ses mots. Vous pouvez découvrir cette histoire sordide en cliquant quelque part sur l'écran ou bien en vous rendant directement sur la chaîne. Mais avant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à cliquer sur le bouton partager. En tout cas, nous, on se voit dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.